Les pièges de la productivité ou quand la course à l'optimisation nous éloigne de notre bonheur. On nous apprend souvent à vouloir optimiser nos journées, à vouloir faire plus, aller plus vite, à optimiser le temps, à lister davantage de cases sur notre to-do list, à rentabiliser nos efforts, nos heures, nos projets et parfois même nos temps de repos. Et sur le papier, la productivité peut être une alliée précieuse. Mais si jamais elle sert à clarifier nos priorités, à avancer, parfois, quand on est en quête de bonheur, si jamais on ne fait que chercher la productivité, on peut s'éloigner de nous-mêmes. La productivité. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Yanting, qui est consultant, conférencier, multicasquette. Johan, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter et que nos spectateurs puissent te découvrir. Qui es-tu? D'où tu sors? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Merci Victoria de m'avoir invité. Tu as fait une belle intro et je pense qu'on partage des valeurs. C'est pas pour rien que je suis là, je pense, de cette idée de vraiment se respecter et de faire les choses à notre façon. Et c'est pour ça que moi, en fait, très vite, moi je suis de Martinique, et très vite, quand j'ai eu mon bac, je suis parti parce que j'avais envie de voyager, découvrir le monde. Et après avoir commencé mes études et tout, je me suis vite rendu compte que le salariat, c'était pas pour moi. Donc j'ai voulu lancer ma première activité. Et à l'époque, c'était un peu la débrouillardise. Donc j'étais souvent entre l'Hexagone, la Martinique, et je voyageais un peu partout dans le monde. Et j'avais envie d'avoir une activité qui me permet de vraiment pouvoir travailler où je veux. Donc c'est pour ça que j'ai la casquette consultant et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que je conseille en stratégie, en tout ce qui est stratégie business, marketing, développement, mais je fais aussi, j'ai une casquette dans tout ce qui va toucher à la performance, la productivité, l'organisation, la structure, mais d'une façon, comme tu l'as introduite, qui va être très axée sur le respect de chacun et sur des éléments qu'on va aborder dans ce podcast. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je fais du conseil, de la conférence, je forme également. J'ai plusieurs casquettes, comme tu l'as dit. J'écris des livres. Et du coup, ma mission principale, c'est d'aider les personnes à pouvoir se structurer et mettre en place les stratégies qui leur correspondent pour pouvoir progresser sur leurs projets qui comptent pour eux, que ça soit sur le plan personnel, professionnel et aussi, et c'est l'une de mes casquettes les plus importantes, entrepreneuriale. Voilà pour les grandes lignes. Super. Alors, dis-moi, Johan, pour toi, c'est quoi la productivité? Alors la productivité, alors si on prend le terme productivité, on dit produire, donc c'est vraiment l'idée, comme on le voit partout, c'est être méga efficace dans le rendement. Faut qu'on produise en coûtant le minimum. C'est comme ça qu'on le voit. Donc c'est un peu la version ère industrielle, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que derrière ce mot productivité, il y a beaucoup de dérives, des gens qui sont en burn-out, des gens qui s'épuisent, des gens qui se retrouvent à trouver du déséquilibre entre le pro et le perso, ils n'ont pas le temps pour eux, pour leur famille. Donc, pour moi, la productivité, comme on la définit aujourd'hui, qui est toujours plus, c'est, on va le développer, mais c'est pas la définition que moi j'ai. Si tu me demandes ma définition à moi, c'est pour moi utiliser son temps et son énergie de façon optimale, certes, mais pour ceux qui comptent. Et ceux qui comptent, c'est important parce que ce qui compte, c'est différent pour chacun. Donc, pour moi, la productivité, c'est ça, c'est savoir utiliser son temps, son énergie, qui sont des ressources très précieuses pour ce qui compte, que ça soit nos projets, nous-mêmes, notre bien-être, nos proches, etc. Je le verrai plus comme ça pour moi. Ok, merci pour cette précision. Et le bonheur, qu'est-ce que c'est pour toi? Oui, ça c'est, je pense qu'il y a tellement de philosophes qui ont même eux du mal à définir. Je dirais que le bonheur, en fait, c'est de mon expérience aujourd'hui. Peut-être que quand j'ai commencé, quand je suis parti de Martinique et que je voyais le bonheur dans le fait peut-être d'atteindre des objectifs, de voyager, d'atteindre peut-être un niveau de revenu, d'être indépendant financièrement, d'accomplir des choses, d'atteindre des objectifs business, tant d'abonnés ou tant de chiffre d'affaires. Et je me rendais compte Mhm. qu'à chaque fois que c'était atteint, en fait c'était un peu en mode c'est cool mais c'est quoi la suite? Et on veut toujours plus, tu vois, il y a un petit peu ce truc. Donc j'ai un peu abandonné cette idée du bonheur que quand je serai ou quand j'aurai, je serai heureux. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est vraiment finalement un état et un chemin et que
même avant, quand j'ai commencé, que j'avais peut-être pas encore tout ce que je voulais, j'étais heureux. Quand j'étais en train de le développer, j'étais heureux. Aujourd'hui, je suis heureux dans ce process. Donc, je crois que pour moi, le bonheur, c'est de trouver cet équilibre entre le sens qu'on a dans ce qu'on fait et d'apprécier nos journées. Je pense que le meilleur test, c'est qu'on se réveille le matin, dans quel état on est. Donc pour moi, le bonheur, c'est ouais, c'est vraiment c'est un état de bien-être, d'alignement, de sens où on se sent bien et qu'il y ait des hauts et des bas, on est assez serein pour savoir y répondre et savoir le surfer. Oui, et d'ailleurs, c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles entendent l'idée du bonheur, elles se disent, mais en fait, il faut que tout soit parfait, tous les indicateurs soient ouverts, etc. Alors que, ben, en fait, on peut se sentir bien même dans une tempête émotionnelle, financière ou Oui. professionnelle, parce que, mais en fait, on a trouvé un équilibre, ou en tout cas qu'on est dans des environnements qui nous conviennent. Et bien Oui, et souvent, puis même, c'est ça. oui, Parfois, on a même des vas-y, vas-y. souvenirs, hein, de moments difficiles et on se rend compte qu'il y avait quand même des moments de bonheur dedans parce qu'on était avec des gens ou qu'on prend le recul, on voit que c'était une phase nécessaire. C'est pour ça que je pense que si on attend que tout soit parfait, en fait, dans la vie, ça n'arrive jamais. Ou alors, c'est temporaire. Il y a des moments où on aura des phases où tout va bien et tant mieux, il faut en profiter. Mais le truc, c'est que parfois, on va commencer à être anxieux et avoir peur de l'avenir, de trucs qui vont jamais arriver. Ou s'ils arrivent, on aura vécu la double peine. On les aura imaginés et en plus on va les vivre. Donc je pense que oui, c'est ça, c'est qu'il faut pas attendre, faut trouver cet équilibre en soi et apprendre à accepter aussi les saisons de la vie et que on n'est jamais tout le temps bien, on n'est jamais tout. Enfin, l'idée c'est pas non plus d'être tout le temps mal, mais c'est de trouver cet équilibre et de trouver ce sens et cette c'est presque une sorte de d'apaisement et de bien-être profond, plus qu'extérieur. Exactement, exactement, parce que justement, quand on a un environnement qui soutient nos valeurs, on va en parler peut-être dans quelques instants pour expliquer davantage ce que Oui. c'est que des valeurs, mais quand ça soutient nos valeurs, bien même si il y a, oui, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des problèmes à gérer. De toute façon, quand on est entrepreneur, même si il n'y a pas que des entrepreneurs qui vont nous écouter aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on règle des problèmes H24, c'est pour ça qu'on Oui. existe. Mais quand on est salarié aussi, on règle les problèmes de nos premiers clients, c'est-à-dire l'entreprise qui nous emploie ou l'administration qui nous emploie. Donc c'est important aussi d'être connecté à cette sensation d'équilibre, de mieux-être, en tout cas de quelque chose qui fait sens pour nous. Oui. Donc voilà, merci de l'avoir précisé. Les pièges de la productivité, on est là pour ça. Qu'est-ce que tu remarques parmi les personnes que tu as accompagnées, parmi peut-être tes expériences aussi personnelles, qu'est-ce que tu as remarqué qui était particulièrement problématique quand il était question de productivité? Mais en fait, ce problème, je l'ai vu dès le départ parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, que j'étais étudiant, je devais gérer mes études, les stages de fin d'études et en même temps l'activité. Donc, ce qui était quand même assez énorme. Bon, l'avantage, c'est dans la vingtaine, on peut faire des nuits blanches et récupérer assez vite. Mais il y avait quand même une grosse charge de travail, l'enthousiasme, l'espoir, mais à côté, toutes les difficultés dont tu as parlé. Et du coup, en fait, déjà, bah, à ce moment-là, je me suis beaucoup formé sur tout ce qui existe à peu près sur la productivité pour pouvoir vraiment être performant. Donc j'ai vraiment tout fait, hein. Tout ce qui se connaît aujourd'hui, ça va des to-do list à les méthodes Getting Things Done de David Allen, de Brian Tracy, tout ce qu'il a fait, de les 7 habitudes des gens. Enfin bref, il y a tous ces trucs qui existent, que tout le monde connaît, les Miracle Morning et compagnie. Et je me rendais compte qu'en fait, sur le papier, certes, c'était pas mal, c'était des bonnes idées, mais que dans la pratique, parfois, ça demandait plus d'énergie de mettre en place ça que de faire ce qu'on a à faire. Et que souvent, on cherchait à s'accrocher à ce genre de méthode. Et encore pire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des méthodes qui sont contre-productives pour le coup, pour nous, alors que pour d'autres, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je crois Exactement, que le plus gros problème, c'est de penser qu'il y a des méthodes universelles pour tout le monde pour la productivité. Et ça, je l'ai constaté moi, mais en plus, comme ça a été mon premier sujet depuis 2010, bah, à chaque fois, j'en parlais, je testais les choses.
Et je me rendais compte que tout n'était pas forcément compatible avec tout le monde. Et pendant les 15 années qu'on suivit, à force d'expérimenter et tout, je me suis rendu compte que à quel point les gens eux-mêmes essaient de se persuader, oui, la productivité, c'est ça, moi je fais du matrice Eisenhower urgent important, qui marche soi-disant bien et tout, mais moi je me retrouve avec tout dans urgent et tout dans important. Enfin, tu vois, c'est... Et c'est là qu'on se dit, bon... Parfois, on veut s'accrocher à des choses ou des outils, avec même aujourd'hui l'IA. On se dit, je suis productif parce Mhm. que je vais plus vite avec l'IA, mais quand on prend du recul et qu'on est honnête avec soi-même, on se rend compte qu'on est en train de faire beaucoup de bricolage et pas forcément d'avancer sur le fameux ce qui compte. Donc je crois que le plus gros problème aujourd'hui, le plus gros danger de la productivité, c'est de vouloir s'imposer des méthodes ou des outils ou des techniques alors qu'il y a des choses qui sont peut-être bonnes pour nous et d'autres qui sont pas bonnes. Donc c'est vraiment ça. D'ailleurs, quand tu parles des actions qu'on fait et puis qu'on a l'impression que on est productif, mais en fait, il y en a beaucoup qui maintenant appellent ça de la procrastination active. Parce que Oui, justement, on brasse entre guillemets de l'air et puis quand on regarde le résultat final, il n'y a pas grand-chose qui soit concrètement utilisable. Alors, c'est ça. parmi les méthodes dont tu as parlé, euh, qui sont assez populaires, il y en a une qui me hérisse le poil, c'est avaler le crapaud. Parce que le problème avec ça, alors je vais quand même préciser pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, avaler le crapaud, ça signifie faire la tâche la plus difficile dès le début de la journée ou au moment où on se met au travail. Et ce qui me pose problème dans ça, c'est que bien souvent, il y a des personnes qui sont du matin, il y a des personnes qui ne sont pas du tout du matin. Personnellement, le matin, je suis pas là. Autant que possible, ça, je peux avoir un ou deux rendez-vous, mais même si jamais je suis réveillée à 5 heures, en général, tout n'est pas ouvert avant 8h30, 9 heures. Et Oui, en fait, ce qui me pose problème dans cette méthode-là, c'est qu'on ne parle pas de l'énergie dont on a besoin. Et d'ailleurs, pareil pour la matrice d'Eisenhower, parce que personnellement, j'ai créé en parallèle de cette matrice ce que j'appelle la matrice de la joie, justement parce que on peut être dans l'urgent et dans l'important, ça peut être très, très urgent et très, très important, mais si jamais on est à plat, eh bien, en fait, on n'ira nulle part. Et ces derniers temps, dans tes interventions, je t'entends souvent dire il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre à gérer leur temps et moi, je vous apprends à gérer votre énergie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler davantage, s'il te plaît? bah ça c'est très important parce que c'est vrai qu'on peut pas gérer son temps. Le temps il passe, on a 24 heures par jour. Gérer le temps, c'est un truc que même les dieux n'arrivent pas, donc même à part peut-être Chronos, mais c'est compliqué. Donc ce qui fait que en fait ce qui compte c'est comment on va occuper ce temps. Et comment on l'occupe, bah, en fait c'est deux choses, ce sont nos priorités. Mais nos priorités, puisque tu parlais d'avaler les crapauds, par quoi on commence et qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre, mais c'est aussi dans quel état on est. Donc c'est notre énergie. Mais ça sert à rien de vouloir gérer son temps si on n'est pas en énergie. Et ça, je crois que c'est aussi l'une des grosses erreurs, et pour ça que beaucoup de gens appliquent des méthodes de productivité sans le prendre en compte, c'est qu'ils ne vont pas aller voir comment leur énergie évolue au fil des jours. Par exemple, Mhm, comme toi, bah, ceux qui sont pas du matin, se forcer dès le matin à faire des choses alors que c'est pas le moment, c'est justement le cas typique de passer beaucoup de temps sur des tâches où on va prendre plus de temps que prévu parce qu'on n'est pas dans la bonne énergie. Et pareil, mhm, si à un moment on est dans une phase où on n'a pas d'énergie, pourquoi on va aller s'imposer et essayer absolument de vouloir être méga productif, alors que si ça se trouve, en récupérant, en ayant notre approche, on pourrait être plus productif sur d'autres heures à un autre moment. Rien qu'hier, j'étais avec un client en consultation et donc en consulting et il m'a dit bah en fait que là en ce moment il est zéro énergie et il attendait à ce que je lui dise comment optimiser ses time blocks et tout. Et en fait, je lui ai dit, bah non, en fait, là, il faut que tu retires plein de trucs parce que ça sert à rien, tu as une grosse décision à prendre et si t'as pas l'énergie, ça va traîner. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais tu parlais aussi le time blocking dans les techniques de productivité que tout le monde parle. Mais ce time block, s'il n'est pas basé et aligné sur nos rythmes d'énergie quotidiens, les rythmes circadiens et compagnie, ça sert à rien parce que en fait on va se forcer à essayer de faire des choses au mauvais moment, au mauvais endroit et on va pas être dans ce flow. Donc je pense que apprendre à oui, gérer son temps entre guillemets, c'est pas la bonne chose, c'est vraiment plutôt comprendre.
son énergie, savoir prendre soin de son énergie, savoir retrouver son énergie pour ensuite optimiser les choses dans le temps dont nous disposons. Donc cette énergie va être calibrée sur les priorités et sur les méthodes qu'on va utiliser. Donc c'est changer la façon de voir les choses. Oui, et puis en plus, tu parlais des rythmes. Alors, moi, j'en parle, mais je suis une femme et il y a beaucoup de femmes qui vont dire, oui, nous, on est cycliques, les femmes, etc. Mais les hommes, parce que de mon point de vue, les hommes ont aussi leur cycle. Mais je préfère que toi, étant un homme, que tu nous en parles, s'il te plaît. Ben oui, il y a forcément une partie biologique, mais il y a aussi une partie, parce que moi j'ai développé une approche de la productivité qui est basée justement sur comprendre les différents cycles et rythmes. Et il y a des personnes, en fait, leur rythme, il est, même chez les hommes, il n'est pas linéaire. Et contrairement à ce qu'on pense. Mais même c'est encore plus choquant. J'ai sorti les tests, on a fait 1200 diagnostics au moment où j'ai sorti les résultats. Et sur ma méthode dont on parlera après, il y a 80, je crois que c'était plus de 80%, je sais plus si c'était 82 ou 88. En tout cas, plus de 80% des gens qui n'ont pas un rythme linéaire. Ça veut dire qu'ils sont pas, c'est pas prévisible. Et hommes et femmes mélangés. Donc ça montre qu'on a tous des hauts et des bas. Et c'est logique, si vous prenez du recul sur votre vie, on n'est jamais tout le temps en méga énergie ou tout le temps régulier. Et pourtant, les méthodes de productivité supposent que quand on planifie une semaine, qu'on met un agenda en place et tout, ça va être parfait, ça va bien se dérouler. Mais ce que les gens me disent le plus souvent, c'est bah en fait j'ai fait un agenda et j'ai pas réussi à le respecter, mais parce qu'en fait la vie, notre corps, tout ça a des cycles. Donc au-delà des aspects biologiques, il y a aussi les aspects extérieurs, il y a aussi des phases de vie, il y a aussi des éléments de sommeil, si on a plus de travail, plus de stress, il y a aussi bah, parfois aussi des saisons, au moment où on enregistre, bah, quand il fait chaud, forcément ça peut impacter le sommeil. Enfin, il y a des trucs comme ça en fait où on a tendance à oublier qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est très rare d'avoir une énergie complètement linéaire au même niveau tout le temps et entièrement prévisible. Et la nature elle-même est cyclique. Donc, Tout à fait, oui. c'est logique que l'humain aussi le soit. Qu'est-ce qui se passe, selon toi, quand on ne prend pas en compte justement ces rythmes, ces cycles et qu'on veut faire tout tous les lundis à 8 heures, tous les mardis à 8 heures, et etc., euh, sur le long terme, sans tenir compte justement de ces phases et de ces rythmes. Bah en fait, si on fait partie des rares personnes qui sont dans les profils qui arrivent à avoir cette discipline, il y en a, ça ira. Mais comme j'ai dit, c'est rare. Donc, si vous faites partie quand même de la majorité des gens qui sont pas dans ces profils-là, bah vous allez juste vous épuiser et surtout, je crois que c'est un dommage collatéral parce que la suradaptation c'est épuisant. Mais je crois que le mot le plus fort et ce qui revient le plus, c'est vous allez culpabiliser. Et vous allez culpabiliser en vous disant, mais je suis pas productif, je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Alors que finalement, quand on prend du recul, c'est juste normal. Et du coup, cette culpabilité, pour moi, elle entache encore plus la productivité parce que, en plus de se dire, bah, j'ai fait des journées où j'ai pas tenu ce que j'avais prévu, on va en rajouter une couche en disant, mais je suis pas discipliné, j'y arrive pas et tout. Et on va envoyer un signal à son cerveau constant qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas au contrôle. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, bah, on disait que c'était pas le temps, c'est l'énergie, mais le mot qui vient, c'est, j'ai pas l'impression, je subis le temps, je contrôle pas. Les journées, elles passent et je fais rien, mais c'est parce que justement, ça nous met dans cet état-là. Et il y a même une perception au niveau du cerveau qui se fait. Et ça, c'est 90% des fois quand je bosse bah, avec mes clients, il y a Ah quand ouais. même cette couche de culpabilité à enlever. Il faut savoir en plus que quand on culpabilise au moment où on a besoin de se reposer, eh bien, si jamais on est dans une logique de productivité, eh bien, le repos, il n'est pas productif du tout. Bah, c'est ça, et puis on va être encore plus épuisé, et du coup on va être moins productif, donc du coup c'est un cercle qui finit pas, quoi. Oui. Et en plus, du coup, ça peut hâter, enfin, ça peut donner des maladies. Tu as parlé du burn-out, il y a aussi la dépression, mais il peut y avoir aussi des maladies un peu moins, entre guillemets, spectaculaires parce que les maux de tête, les maux de dos, la cheville qui flanche, etc. Quand il y a un dérèglement de l'équilibre, et bien en fait, ça impacte aussi notre santé, mine de rien. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs, parfois ils ont
blessures de fatigue. Ça peut être la fracture de fatigue, ça peut être un tendon qui lâche alors que ça n'avait pas l'air il n'a pas forcément de grosses douleurs. Ça va être une blessure, un mauvais geste qui a l'air simple, mais qui à ce moment-là, le corps est épuisé et ça lâche. Donc oui, et même au niveau psychologique, il y a des gens qui se retrouvent cloués au lit un matin, qu'ils n'arrivent pas à se lever, ou le dos bloqué, tout ça, c'est des signes parfois aussi d'épuisement. Parce qu'en fait, on tire tellement sur la corde qu'au bout d'un moment, ça lâche. Exactement. Alors, Joanne, je t'ai fait venir aujourd'hui justement parce que tu es un spécialiste. J'aimerais que tu nous parles davantage de la méthode que tu as mise en place pour qu'on puisse euh, connaître son rythme, son cycle et peut-être davantage le respecter, s'il te plaît. Oui, en fait, j'ai développé une approche avec toutes ces années on va dire, d'itération et d'observation. Donc, c'est vraiment une approche empirique, hein, basée sur l'observation des profils que j'ai eus. En fait, avec le temps, j'ai développé la méthode que j'appelle flow tasking. Donc, flow, c'est vraiment votre rythme, comment votre énergie varie dans le temps. Et tasking, c'est le mode opérationnel, ce qui nous motive. Donc, quand vous comprenez votre style de flow, vous comprenez comment, on l'a dit tout à l'heure, l'énergie varie dans le temps. Et quand vous comprenez le profil tasker, vous comprenez qu'est-ce qui vous motive, comment gérer votre agenda, comment prioriser, etc. Donc, c'est vraiment basé, cette approche-là, elle est vraiment basée sur ça. Et du coup, bah, c'est ça où le test, il y a eu 1200, maintenant on est passé 1500, mais au moment où j'ai fait les stats, c'était ça. Et du coup, bon, on se rend compte qu'il y a quand même la majorité des gens qui ont des flows qui sont non linéaires, donc ont des variations de l'énergie qui sont des hauts et des bas réguliers ou irréguliers, et que la majorité des profils que j'ai eu, en tout cas en test, sont des profils qui ont besoin quand même beaucoup de liberté et qui ont du mal à s'enfermer dans un agenda. Comme quoi. Euh, donc du coup, c'est vraiment ça l'approche. Après, ça risque d'être long de faire tous les. Parce qu'il y a 5 styles de flow, 6 profils tasker. Je vais pas tous vous les faire, mais si tu Mhm. veux, il y a un site où on peut voir tous les profils et peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Et après, il y a un diagnostic pour trouver le sien. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette approche-là. Donc, comprendre son style de flow, son profil tasker, combiner les deux et savoir, grâce à ça, bah, qu'est-ce qui va être mieux pour vous en termes d'organisation, d'approche, d'outils, etc. Oui, on mettra le lien dans la description pour que vous puissiez y avoir accès par la suite. On a parlé des valeurs tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une valeur? Bah, une valeur, c'est ce qui a de la valeur. Tout ça porte bien son nom. Ce qui a de la valeur, en fait, une valeur, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans notre équilibre. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on en parle parce que même dans mon approche des objectifs, je dis souvent qu'il est extrêmement important que les objectifs soient corrélés avec vos valeurs. Plutôt que d'aller dans les objectifs SMART, encore une fois, une technique, c'est pas mauvais sur le papier. C'est bien d'avoir des trucs spécifiques. Donc, SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel daté. Temporelle. Et, ouais. Et du coup, l'idée, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas du sens, que c'est pas aligné sur des valeurs, que c'est pas vraiment dans quelque chose qui nous anime, et comme tu le dis, avec la joie et l'enthousiasme, bah, ça sert à rien. Tu peux avoir un truc super smart, mais qui va pas te motiver. Donc, je pense qu'il est important de connaître ses valeurs, parce que c'est ça qui détermine ce qui va avoir de la valeur pour nous dans notre vie. Donc, si par exemple, moi, je sais que la valeur liberté, elle est essentielle, donc tout ce que je fais quand je fixe les objectifs, quand je prends les décisions et tout, c'est dans ma définition de la liberté, mais je vais me dire, est-ce que ça nourrit cette valeur? Est-ce que vraiment ça l'active? Parce qu'en fait, les valeurs, pour moi, c'est des choses qu'on doit activer dans son quotidien. Si vous avez une valeur de loyauté, bah, c'est quand même mieux de s'entourer avec des gens loyaux, d'avoir vous-même de l'incarner dans votre leadership, etc. Si vous avez cette valeur qui est forte et que vous êtes qu'avec des gens qui ne vous respectent pas ou qui sont pas, qui ont aucune loyauté envers vous, c'est pour ça qu'on le vit mal aussi. Parce qu'il y a les valeurs, mais il y a Oui. aussi l'anti-valeur. L'opposé, c'est ça qui va le plus nous mettre en colère. Par exemple, la valeur justice, quand face à l'injustice, on va être plus en colère ou plus frustré. Donc c'est essentiel, oui. Oui, et moi j'ai constaté aussi, enfin ça c'est mon expérience personnelle, que quand je suis dans un environnement où je ne peux pas respecter mes valeurs de façon, euh, alors pas forcément uniforme, mais suffisamment régulièrement, et bien en fait je tombe malade. Et c'est Oui, d'ailleurs pour ça que j'ai dû faire un certain nombre d'ajustements parce que bah, quand on passe par la case hôpital, c'est pas le Monopoly, on touche pas 20 000 euros et on redémarre pas sur de nouvelles bases. Non, enfin oui, on doit redémarrer sur de nouvelles bases, mais c'est à nous aussi de mettre les choses en place pour qu'il y ait oui, un certain nombre de changements pour respecter ça. Et comme tu l'as dit, quand nos valeurs sont bafouées, en fait, ça nous met en colère. C'est ce qui nous fait
comme on dit en Martinique, ça nous fait changer d'humeur Mm. ou changer de caractère justement parce que les valeurs, c'est tellement important qu'on est prêt à se battre pour ça. C'est ce qui donne du sens à notre vie. Et on est Tout à quand fait. même des êtres de sens. On a tendance à oublier de le rappeler, mais l'humain est un être de sens. Donc si jamais on se lève et on ne sait pas pourquoi on se lève, au bout d'un certain temps, on n'a plus l'énergie de le faire. Tout à fait. Et en plus, les Donc, valeurs, c'est ce qui soude aussi une culture, une société. Parce qu'au niveau sur le plan relationnel, qu'on me demande comment choisir les personnes, bah, je dis souvent, euh, bah, faut se baser sur les valeurs. Parce que des compétences, tout ça, tout le monde peut apprendre. Mais des valeurs, tu vas pas les changer. Et moi, quand je m'associe ou que je fais des projets, si ça matche pas en termes de valeurs, je sais que c'est mort. Peu importe les opportunités, tout ce qu'il y a derrière, ça va pas pouvoir se faire parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, même on peut être même avec des gens, hein, on peut être en désaccord avec des personnes, mais si on est en désaccord profond de valeurs, ça va être très compliqué. Si c'est juste des opinions mais qu'on partage les mêmes valeurs, ça peut se faire. Donc c'est pour ça que c'est pour moi un socle important, que ça soit au niveau personnel, mais aussi au niveau relationnel. alors justement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut être productif, mais qu'on ne veut pas forcément se cramer pour autant? Bah, on respecte son profil, comme ça, je pense que c'est déjà, en fait, la connaissance de soi au service de l'organisation, c'est primordial. Pour ça qu'on parlait de valeurs, bah, déjà, dans la connaissance, connaître ses valeurs, ça aide beaucoup dans les objectifs et dans la direction qu'on va avoir, mais connaître aussi ses rythmes et observer ses cycles d'énergie et pouvoir adapter, ça dépend. Il y en a qui ont des contraintes dans le salariat et tout, mais on peut toujours trouver des solutions. Mais le fait de respecter beaucoup plus ses rythmes d'énergie et de pouvoir les surfer pour être plus efficace, ça nous fait gagner du temps. Et le fait aussi de comprendre qu'est-ce qui nous drive, qui nous motive et notre mode de fonctionnement, ça soulage parce qu'on cherche pas à se suradapter, mais en plus, on va plus se respecter. Et je donne un exemple, il y a les profils, par exemple, Terre, qui sont très rigoureux, qui aiment beaucoup le détail, et à l'opposé, les profils R, qui sont plutôt libres, qui n'aiment pas les contraintes et tout. Mais justement, si on demande à un profil R de faire des tableurs Excel, de remplir des tableurs Excel, d'avoir une semaine time bloquée à fond, il va devenir fou. Mais si on demande à un profil Terre de lâcher prise, de pas être au contrôle, de pas avoir cette maîtrise de sa semaine, ou en tout cas l'illusion de la maîtrise, il va devenir fou. Donc c'est ça, en fait, on est tous différents, mais je pense que mieux on se connaît, mieux on se comprend, plus on adapte l'organisation en fonction de ça. Mais en plus, quand on comprend et on connaît les autres, c'est là que ça devient beaucoup plus fluide parce qu'on arrive à travailler ensemble, à mieux communiquer. Parce que flow tasking aussi, c'est un gros enjeu au niveau du management, de la cohésion d'équipe, même aussi des dirigeants qui travaillent avec d'autres personnes. Donc c'est important aussi de se connaître soi, mais d'être conscient aussi des autres et d'accepter cette différence. Oui, parce que en plus, la synergie entre les différents profils peut créer justement cette complémentarité avec Tout la à fait, rigueur d'un côté et la vision, alors pas forcément de l'autre, mais en tout cas de façon complémentaire et qui se soutiennent mutuellement. tout Parce à fait. que Oui. on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, mais il y a aussi le principe, enfin, ça c'est mon point de vue, la diversité, c'est aussi une source de richesse. Et le fait de connaître ses forces et les forces des autres, ça peut venir plutôt que d'être en mode bon, bah, il faut absolument que je comble toutes mes faiblesses et que je m'épuise à ce niveau-là. Et bien, en fait, je peux aussi trouver des ressources humaines ou pas qui viennent justement contrebalancer cet aspect-là. Oui, en plus, les complémentarités, elles sont importantes. J'ai déjà fait en workshop des exercices avec des équipes où je mettais que les mêmes profils ensemble pour résoudre un problème et les solutions tournaient en boucle. Et souvent Ok. étaient limitées. Et dès que je mettais les profils entre eux, là, il y avait complètement des nouvelles solutions qui émergeaient et c'était beaucoup plus puissant en termes de brainstorming. Et ça, c'est dans toute équipe, il faut de la complémentarité. Donc, oui, tout ce qui se ressemble s'assemble, mais en termes de valeur, mais en termes de profil et de compétences et de façon d'aborder les sujets, c'est mieux d'avoir une équipe qui soit très complémentaire. Parce que sinon, en fait, tout le monde pense de la même façon et fait de la même façon. Et si on n'a que des terres qui font des tableurs, qui sont dans le contrôle, tout ça, et qu'on n'a pas des gens qui sortent la tête du guidon, qui voient la vision, voient plus loin, qui think outside the box, comme on dit, qui restent pas enfermés dans la boîte des mêmes solutions en boucle, bah forcément, bah, c'est essentiel. Donc, dans toute équipe, il faut des complémentarités. En tout cas, au moment où on enregistre, il y a la Coupe du Monde. Heureusement, quand même, qu'on a des joueurs qui sont différents et qu'il y a des défenseurs, des milieux de terrain, attaquants et même assez
postes-là des postes différents. Parce que si tout le monde était que attaquant, bah, ça ferait une équipe un peu bizarre. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette complémentarité et même dans le style, dans la façon d'aborder les choses. C'est ça, on n'est pas dans Blue Box avec que des buteurs, parce que sinon, ben, il n'y a plus personne pour défendre et pour C'est fonctionner ça. en équipe. Et ça marche tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce qu'on a tendance à penser productivité au travail et puis à la maison freestyle, mais en fait, toutes les ressources que vous avez, vous les utilisez tant au travail qu'à la maison ou dans le cercle privé, entre guillemets. Mais d'ailleurs, il y avait un truc très comique auquel je m'attendais pas. Quand, la première fois que j'ai sorti les profils, ça a été le premier réflexe des gens, ça a été de dire, ah tiens, mon conjoint ou ma conjointe est comme ça. Et souvent les couples de l'observation, j'ai pas encore assez approfondi les choses, mais soit c'est des mêmes profils ensemble, soit c'est des profils complètement opposés, donc du coup ultra complémentaires. C'est assez marrant de voir cette dynamique, mais l'aspect de se dire, ah mais tiens, souvent on a un couple où il y a celui qui par exemple, typiquement partir en voyage, celui qui va tout organiser de A à Z, de tout prévoir et tout, et puis l'autre qui est en mode freestyle total, qui se laisse porter. Ben voilà, c'est un exemple. Donc du coup, ça aussi, l'organisation, on l'a, même vous réglez votre famille, vous faites un repas de famille, voyez qui organise tout avec un peut-être un truc partagé pour que tout le monde soit bien carré, et celui qui arrive à l'arrache, parfois en retard et tout. Donc on voit tous cette dynamique de profils différents dans les différents groupes qu'on côtoie dans le perso, mais aussi dans le travail. Oui, merci. Alors, Joanne, on a parlé du lien pour découvrir les profils Flowtasking, mais je sais que tu as aussi un livre, parce que Oui. tu es un auteur prolifique. Et le dernier livre en date, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, ben en fait, le livre, justement, il parle de cette approche-là, retrouver votre temps et votre énergie. Donc, d'où le votre énergie. Et vraiment, et je précise, découvrez votre profil pour surfer votre rythme naturel et vous organiser sans lutter contre vous-même. Et cette notion de sans lutter contre vous-même, donc c'est un peu les valeurs qu'on a partagées jusqu'ici, le fait de se connaître. Donc, dans ce livre, j'aborde l'organisation, cette nouvelle vision qu'on a abordée ici de la gestion de l'énergie, tout ce qui est productivité, temps, etc. J'aborde un peu l'entrepreneuriat et je présente aussi les profils et les différentes spécificités. Donc ça va, voilà, ça fait un peu le tour pas mal du sujet, de ce que j'avais envie de partager à ce jour sur l'organisation pour amener une vision plus respectueuse de soi, de sa façon de d'aborder le temps. Et où est-ce qu'on trouve justement ce livre? Bah, sur flowtasking.fr et on peut le commander sur Amazon. Ok, Voilà. super. Ben, je mettrai le lien aussi en description, comme ça, les personnes qui nous regardent, merci pour votre présence, pourra, pourront justement retrouver toutes ces indications dans la description. Si jamais tu pouvais glisser une carte dans la poche d'un inconnu, tu écrirais quoi dessus? Je dirais, ouais, respecte-toi. Parce que connaître-toi toi-même, c'est déjà pris. Mais respecte-toi, je pense que c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est pas. Pour moi, la notion de se respecter, elle est essentielle. Le fait de. Parce que pour moi, ça englobe plein de choses. La connaissance de soi, le fait aussi de connaître ses valeurs, tout ce qu'on a dit. Et pour moi, on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui se suradaptent, qui ont des talents, qui sont différents, mais qui veulent tellement, en fait, rentrer dans les cases, qui ne se respectent plus dans le travail, il se néglige, et il s'épuise, s'oublie, il s'écrase. En fait, j'ai envie que les gens puissent se libérer de ça. Donc pour moi, si chacun se connaît mieux, se respecte mieux dans cette dimension, même la notion pour moi de la discipline, c'est pas se forcer pour se forcer, c'est se respecter. Pour moi, c'est symbolique d'être discipliné. C'est ça envoie un signal de je prends soin de moi, je me respecte, je sers mon futur moi. Pour moi, c'est la meilleure preuve d'amour envers soi. Donc on dit souvent qu'il faut respecter les autres, respecter les conjoints, conjointes, etc. Parce que pour moi, c'est si on se respecte, on arrive plus facilement à faire ça. Donc je pense que c'est vraiment cette dimension de ouais, se respecter. Merci beaucoup, Joanne. Où est-ce qu'on te retrouve? Ben, je suis un peu partout, donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, je suis à peu près sur toutes les plateformes, mais mes préférés, ça reste quand même YouTube, un petit peu Instagram, et puis sinon, bah, j'ai aussi Threads et d'autres réseaux.
Je pense que sur la plupart des réseaux, en mettant mon nom, sur le réseau où vous êtes le plus souvent, vous pourrez suivre mes aventures. Merci beaucoup, Joanne, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, cher auditeur ou spectateur, en fonction de là où tu nous regardes, où tu nous écoutes, d'abord d'être entré dans cette bulle avec nous. Si jamais ce que tu as entendu t'a fait du bien, d'une façon ou d'une autre, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter aussi ce qui a particulièrement résonné pour toi. Et puis, si jamais tu as des questions, tu les mets aussi en espace commentaire. Je rappelle que je mettrai un peu tous les liens dont on a parlé pour les profils Flowtasking, pour le livre et aussi pour les réseaux pour retrouver Joanne, pour que vous puissiez voir son contenu et si jamais vous avez envie de vous faire accompagner aussi par lui, que ce soit parce que tu accompagnes les entrepreneurs, mais pas que. Pas que je travaille aussi avec des personnes qui ont besoin de mieux s'organiser de façon générale. J'ai des salariés entrepreneurs, des salariés qui veulent se lancer, des gens en transition. Donc, je suis pas limité qu'aux entrepreneurs, même si j'ai beaucoup d'entrepreneurs, mais je travaille aussi avec des personnes qui sont salariées à mi-temps ou plein temps. Mais il y a toujours quand même une envie de créer des choses et à côté, donc ce besoin de temps en plus. Eh ben voilà. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas aussi à contacter les personnes parce que je pense que se faire accompagner quand on a envie d'évoluer, de progresser, c'est aussi utile parce que des fois, on est dans sa tête, on a sa vision des choses et avoir un point de vue extérieur, ça aide aussi à prendre du recul. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as fait un événement justement pour qu'on puisse appréhender le, la remise en question de la productivité, remettre les choses en perspective. Est-ce que tu as envie de nous en parler avant qu'on clôture? Oui, j'avais fait un événement de 3 jours, un challenge de 3 jours pour mettre en mouvement. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre cette dynamique en début juin, où c'était quand même une période où on a un carrefour entre le premier et le deuxième semestre, avant l'arrivée de l'été, où les gens commencent à être en vacances. Donc, c'était vraiment une occasion de faire découvrir aussi la puissance de la mise en mouvement. Donc, en faisant de l'interaction, des jeux, des activités pendant 3 jours pour apprendre à mieux se connaître, mieux s'organiser, etc. Et puis, bien entendu, bah, ça a été aussi l'occasion de présenter les profils et l'approche flow tasking. Donc, voilà, c'est un challenge que je fais une à grand max 2 fois par an. Mais sinon, après, je peux faire de temps en temps des webinars, des micros événements, parfois aussi du présentiel. Donc, à l'occasion, si vous me suivez, vous serez au courant des prochains événements, qui soient virtuels ou physiques. Merci beaucoup, Joanne, pour ton temps. Je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais toi, tu as envie, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Victoria Porte-Bonheur. Je suis sur YouTube et sur Instagram principalement parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur et Joanne Yanting dans Le Bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!